Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très contente de vous retrouver cette semaine encore pour parler de différents aspects de la vie au Canada et à Toronto en particulier. Et cette semaine, je vais vous partager 9 informations sur Toronto, que vous ayez envie de venir y vivre ou que vous ayez envie de venir y passer des vacances. Mais avant d'aller plus loin, si on ne se connaît pas encore, je m'appelle Astrid, je suis française et canadienne depuis quelques mois. J'ai grandi dans un petit village dans le sud-est de la France, en Ardèche, et j'habite à Toronto, au Canada, depuis 2014. J'ai aussi un blog où vous pouvez retrouver plein d'informations, que vous soyez intéressé par l'immigration au Canada comme moi, ou que vous ayez prévu des vacances pour nous rendre visite. Et vous pouvez aussi bien sûr me retrouver sur Instagram, où je poste au quotidien la vie en français à Toronto. Et si jamais c'est la première vidéo sur laquelle vous tombez, en fait ça fait des années que je partage mon quotidien, mon expérience en français à Toronto. Je me suis dit que c'était mon devoir de vous partager 9 choses à savoir sur Toronto avant de venir nous rendre visite ou avant de venir vous y installer. 9 choses après 9 ans au Canada. C'était pas du tout fait exprès, je me suis rendu compte après que j'avais le même nombre de points que le nombre d'années que j'avais passé ici. Voilà, petit point qui m'a fait sourire et que j'avais envie de vous partager avant qu'on rentre dans le vif du sujet. Et on va commencer tout de suite avec le point numéro 1 et j'ai partagé quelques informations là-dessus hier soir en story sur Instagram. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, je vous invite à me rejoindre parce que c'est là où on peut communiquer en direct et où je partage mon quotidien. C'est vrai que ça a été un sujet qui a fait beaucoup réagir. C'est que le Canada est un pays qui a 2 langues officielles, donc l'anglais et le français. On sait que le français est majoritairement parlé au Québec, mais il y a des communautés de partout à travers le Canada qui parlent français. Et il y a des gens aussi comme vous et moi qui sont immigrés dans notre pays francophone qui viennent aussi se rajouter à cette liste-là. Donc en fait, il y a de plus en plus de francophones. Honnêtement, je vois vraiment la différence par rapport à 2014 quand je suis arrivée. Avant, j'entendais jamais parler français dans la rue. Maintenant, ça m'arrive toutes les semaines. Donc il y a une grosse différence sur les 9 dernières années, je dirais. Mais ce que je voulais vous dire, mon point, c'était que même si le Canada est un pays qui a 2 langues officielles, Toronto n'est vraiment pas une ville bilingue. Toronto est majoritairement anglophone. Il y a plein de langues qui sont parlées à Toronto. Il y en a plus de 200 qui sont répertoriées. Des langues qui sont parlées couramment, des langues qui sont parlées à la maison par les gens qui habitent à Toronto. Par contre, pour se faire servir en français, c'est une autre histoire. Je vous explique, pour essayer de le faire le plus simple possible, mais honnêtement, je ferai une vidéo complètement là-dessus, sur le français au Canada, sur l'importance du français au Canada, sur le fait d'être bilingue, le fait d'avoir un pays qui a 2 langues officielles, tout ça. Donc on rentrera plus dans le sujet dans une prochaine vidéo que je vais préparer, qui va prendre beaucoup de temps parce que c'est beaucoup d'informations et que je veux bien sûr la faire la plus juste possible pour que vous compreniez bien les défis d'être un francophone dans un pays majoritairement anglophone. Ce que je voulais vous dire, c'est que toute la communication qui vient du fédéral, donc fédéral c'est au niveau national, ça va être dans les 2 langues. Donc, ça veut dire que les documents que vous allez recevoir et même les démarches que vous allez faire, par exemple, moi ma demande de résidence permanente, ma demande de citoyenneté, j'ai tout pu faire en français. De l'autre côté, vous avez le provincial, donc ce qu'on pourrait comparer à la région en France. Après, suivant où vous êtes, je ne connais pas toutes les équivalences, mais la province, donc nous ici c'est l'Ontario. Là, vous allez avoir aussi certaines communications dans les 2 langues. Et là, pour pas vous dire de bêtises, je vais lire. Au niveau de l'Ontario, il y a la loi sur les services en français en Ontario et c'est une loi en fait qui donne le droit d'être servi en français dans 27 zones désignées. Ces 27 zones désignées, j'ai trouvé une carte, je vous mettrai le lien dans la barre de description, comme ça vous pourrez faire de plus amples recherches. Si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse pour vous projeter pour votre immigration en Ontario ou pour déménager, même si vous êtes à Toronto et que vous voulez aller ailleurs. Enfin bon, je ne vais pas énumérer toutes les possibilités, mais je vous mets la carte dans la barre de description. D'ailleurs, quand vous allez arriver dans ces organismes-là, on va souvent vous dire « hello, bonjour ». C'est comme ça en fait qu'ils vous donnent à vous l'opportunité d'enchaîner dans la langue qui vous convient le mieux. Moi, si on me dit « hello, bonjour », souvent je réponds « bonjour » parce que je veux montrer qu'on est là, parce que je comprends les 2 langues, mais je veux aussi montrer qu'il y a des francophones. Ensuite, vous avez la communication au niveau de la ville. Et alors, au niveau de la ville, ça dépend. Des fois, vous allez avoir la communication en anglais et en français. Par exemple, pendant la pandémie, il y avait un document qui avait circulé sur des conseils et c'était dans toutes les langues sauf le français.
Le débat de la place du français, c'est un très très gros débat. Il y a de gros enjeux en fait au niveau politique. Et c'est pas quelque chose que je pourrais débattre juste en vous faisant là, une liste de 9 points. Ça mérite, comme je vous disais, sa propre vidéo. C'est pour vous dire que c'est un droit qu'on a en Ontario, mais c'est pas toujours facile. Donc souvent il faut s'accrocher. Il faut pas avoir peur de demander. Il faut pas avoir peur d'insister, parce que si c'est plus pratique pour vous de parler dans votre langue, c'est un droit que vous avez. Donc vous avez le droit de demander. Quand je vous dis ça, c'est juste que je veux vous préparer au fait que ça va pas être aussi facile que dans une province comme le Québec par exemple. Concrètement, tout ça, ça donne quoi? J'ai quelques exemples pour que vous puissiez voir comment ça se passe au quotidien. À Toronto, les panneaux de signalisation sont seulement en anglais. Quand j'étais en Nouvelle-Écosse, j'ai remarqué qu'ils étaient dans les deux langues. Donc ça dépend vraiment des endroits. En fait, il n'y a pas d'harmonisation entre les provinces ou entre les villes. Donc c'est ça aussi qui est un peu déstabilisant, c'est qu'à certains endroits, vous allez trouver les choses dans les deux langues et à d'autres endroits, vous n'allez pas les trouver. Un autre exemple, quand vous allez chez Service Ontario ou Service Canada pour faire des papiers, vous aurez souvent un guichet avec quelqu'un qui parle français. Donc il faut être un petit peu plus patient, mais encore une fois, il ne faut pas hésiter à demander, parce que s'il y a quelqu'un qui parle français, ils seront ravis de vous aider, de pouvoir vous aider dans votre langue. Et en fait, il ne faut pas être timide ou se dire je ne veux pas les déranger. Non, non. Je veux dire, vous avez le droit de demander, et puis ils sont aussi là pour vous aider. Donc n'hésitez pas à demander en français quand vous allez à Service Canada ou Service Ontario. Moi, souvent, je demande. Après, s'ils ne parlent pas français, je vais continuer en anglais. Mais j'avoue que s'il y a quelqu'un qui parle français, c'est pas parce que je comprends pas l'anglais, c'est aussi pour montrer qu'il y a des francophones et qu'on apprécie qu'il y ait des gens qui nous parlent dans notre langue. Une autre chose que vous remarquerez peut-être au quotidien quand vous vous promenez dans Toronto, c'est qu'il y a des panneaux, vous savez, historiques qui vont vous expliquer par exemple l'histoire d'un bâtiment, l'histoire d'un parc, l'histoire d'un lieu en général. Vous allez voir que certains sont disponibles en anglais et en français et d'autres sont seulement disponibles en anglais. Et ça va dépendre de qui a installé le panneau. S'il a été installé par la ville, il y a des grandes chances qu'il soit seulement en anglais. S'il a été installé par la province, il sera en anglais et en français. Et j'avoue que c'est très pratique parce que quand on apprend une des deux langues, en fait, on peut regarder dans l'autre langue comment certains mots se disent, comment les phrases sont tournées. Donc c'est assez pratique, je trouve, pour nous qui apprenons l'une des deux langues et même pour les gens qui apprennent le français. Parce que oui, il y a des gens qui apprennent le français, ça leur sert à eux aussi. Et on en a d'ailleurs, encore une fois, ici. Je sais qu'ils regardent les vidéos et c'est pour ça que j'essaye de parler doucement et d'articuler pour que tout le monde puisse comprendre et améliorer son français. Une autre chose aussi au quotidien, c'est que quand vous allez appeler des services clients, par exemple la banque, vous appelez, je sais pas, chez Apple, n'importe, en fait, vous aurez l'option, vous savez, quand l'appel commence, savoir si vous voulez parler à quelqu'un en français ou quelqu'un en anglais. Et ça, c'est quand même un gros avantage pour nous francophones parce que vous aurez l'opportunité d'avoir un interlocuteur qui parle votre langue. Et quand on parle de banque ou quand on parle, je sais pas, pour Apple, j'avais un souci avec... qu'est-ce que c'était il y a quelques années, et la personne que j'avais eu au téléphone, elle parlait couramment français, et ça avait été beaucoup plus simple parce qu'à ce moment-là, j'étais pas forcément très à l'aise en anglais. On a réglé le problème beaucoup plus rapidement que si j'avais dû demander en anglais, de répéter plusieurs fois, tout ça. C'est aussi pour ça que je vous dis que les centres d'appel, c'est un bon moyen comme premier emploi quand on arrive au Canada, parce qu'ils recherchent toujours beaucoup de francophones pour ces raisons-là, justement. Donc ça crée des opportunités pour nous, pour avoir une première expérience au Canada, parce que comme ils ont beaucoup de mal à recruter des francophones, ils sont moins regardants si jamais votre anglais est un petit peu bancal, et puis ils savent que vous allez améliorer votre anglais parce que toutes les formations sont en anglais. Quand vous êtes à Toronto, à l'extérieur, tout est en anglais. Donc pour eux, c'est beaucoup plus simple d'embaucher quelqu'un qui parle français couramment, mais qui a encore des lacunes en anglais parce qu'ils savent que le français, ça prendra des années à s'apprendre, alors que si vous avez déjà des bases en anglais et que vous débrouillez, en évoluant dans un milieu anglophone, votre niveau il va évoluer très vite. L'autre exemple que j'ai noté, c'est quand vous allez payer. Donc je vous l'ai déjà montré dans les vlogs, mais quand vous allez par exemple au supermarché, vous pouvez choisir de passer en français ou en anglais. Moi, je mets toujours français parce que je suis sûre qu'ils font des statistiques derrière et que ça sert à montrer qu'il y a des francophones en Ontario. Donc à chaque fois, je mets français. Même quand je suis avec Monsieur Chaton, je lui dis non, on met français. On met français. Et je lui dis de toute façon, maintenant, toi, tu comptes avec nous parce que tu peux comprendre, tu peux écrire, tu peux parler, c'est juste que tu es plus timide. Je lui dis donc, tu fais un pourcentage de plus, toi, maintenant, on te tient du côté des gens qui peuvent s'exprimer aussi en français. Bref. Ça, c'est un autre débat. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que quand vous allez aussi payer sur avec la carte de crédit, vous pouvez aussi demander à ce que ce soit en français. Tous les documents aussi à la banque, vous pouvez demander à ce que ce soit en français. Donc voilà, c'est pour vous montrer en fait comment on vit dans un pays qui a deux langues officielles. Parce que c'est vrai qu'avant d'arriver ici, j'avais aucune idée. Pourtant, le Canada, c'est pas le seul pays comme ça. Hein, mais j'avais aucune idée de comment ça se passait au quotidien en fait d'avoir deux langues officielles.
Comme je vous disais en début de point, je ferai une vidéo vraiment plus centrée sur le fait d'être bilingue au Canada, le fait d'être en minorité en étant francophone en Ontario, tout ça, tout ça. D'ailleurs, si vous avez des questions, mettez-les dans la barre de description et comme ça m'aidera à préparer cette vidéo qui arrivera pas tout de suite parce que c'est bientôt les vacances pour moi, mais j'espère avant la fin de l'année. Bon, le premier point était très long, normalement les points suivants seront moins longs. Le deuxième point, c'est que Toronto, c'est une ville qui est vraiment tournée vers le business. Donc, c'est pas pour tout le monde, c'est pas tout le monde qui apprécie d'avoir une ville qui est vraiment finance, vraiment boulot, c'est vraiment carrière en fait. Les gens sont vraiment très tournés vers leur carrière ici. Et d'ailleurs, il y a énormément de sièges sociaux qui sont aussi à Toronto. Donc, c'est aussi des opportunités professionnelles pour vous. Si jamais vous venez pour évoluer dans votre carrière, vous allez pouvoir trouver pas mal d'opportunités parce que c'est pas facile parce que c'est pas l'Eldorado qu'on vend sur M6, mais c'est vrai qu'en étant la capitale économique du Canada, il y a beaucoup d'opportunités et beaucoup d'actions qui se passent ici. Le troisième point à savoir sur Toronto, c'est que l'adaptation peut être lente et compliquée parce que c'est une culture qui est complètement différente. Les règles en amitié et en amour, elles sont complètement différentes, ne sont pas du tout les mêmes façons de faire. Et c'est vrai qu'au début, c'est très déstabilisant. Je me rappelle le nombre de fois en fait où j'ai rencontré des gens qui m'ont dit « Viens, on va boire un café, la semaine prochaine » et en fait qui m'ont jamais répondu, qui m'ont jamais rappelé. Parce que c'était le côté poli, on va faire quelque chose, mais en fait, qui n'avait pas du tout l'intention de faire quoi que ce soit. Et ça prend un petit peu de temps à s'adapter à cette façon de faire. C'est juste que pour nous, on n'est pas du tout comme ça. Par exemple, inviter du monde chez vous, je trouve, moi en tout cas, qu'en France, c'était assez commun. Et même s'il y avait le pote d'un pote qui voulait venir, c'était assez facile. Et puis, si on organisait une soirée, même si on venait de se rencontrer il n'y a pas longtemps, on va t'inviter parce que c'est l'occasion de faire quelque chose en groupe et tout ça. Alors que ici, c'est beaucoup plus personnel d'inviter les gens chez soi et donc il faut avoir déjà dépassé un certain stade. Donc il y a beaucoup plus de codes. Et l'autre chose aussi, c'est que, enfin les deux autres choses, je dirais même, c'est que c'est une ville où il y a énormément de passages. Donc les gens que vous allez rencontrer, ils ne vont pas forcément rester pour plusieurs raisons. Et ça aussi, je ferai une vidéo parce que je reçois souvent la question à savoir pourquoi les gens partent de Toronto. Donc, j'en ferai une vidéo complète. Mais en fait, ça apporte toujours du mouvement et des gens qui viennent, qui passent 6 mois, 1 an, 2 ans, qui repartent. Et donc, c'est très difficile de créer des relations sur le long terme quand les gens qu'on a autour de soi n'arrêtent pas de partir, tout simplement. La deuxième chose, c'est qu'il y a aussi beaucoup de gens qui sont arrivés là très jeunes ou qui sont nés ici et qui n'ont jamais bougé. Donc, qui ont leurs amis depuis l'école primaire, le collège, le lycée. Et donc, ils n'ont pas forcément besoin de rencontrer d'autres personnes et qui ne sont pas, je ne vais pas dire pas ouverts à la rencontre, mais eux, ils ont déjà des occupations en fait le week-end, les soirs de semaine. Ils ne sont pas comme nous, on est quand on arrive à la recherche de choses à faire, à la recherche de compagnie, où on est toujours dispo parce que on n'a plus de potes, on est en train de tout reconstruire. Donc il y a ce décalage aussi parce que ces gens-là, ils sont déjà dans leur vie comme nous, on était dans notre vie, dans notre pays d'origine. Donc ça, c'est vraiment un truc que j'ai mis longtemps à comprendre. On a beaucoup parlé aussi avec Charzy, par exemple, qui, elle aussi, a ses amis depuis qu'elle est toute petite. Elle est arrivée, elle était toute petite ici. Elle a ses amis depuis l'école et je fais partie, je vous l'avais déjà dit, je crois, mais je suis une de ses seules amies qu'elle s'est faite en tant qu'adulte. Monsieur Chaton, ses copains, c'est des gens qu'il connaît depuis qu'il a 12 ans. Et l'autre groupe, on va dire, je vais dire l'autre vague, c'est 16-18 ans, quoi. Donc, c'est des gens qui ont passé énormément de temps ensemble, qui ont beaucoup d'histoires ensemble. Et donc, nous, on arrive au milieu. C'est vrai que c'est difficile de comprendre les codes, de faire notre place, mais c'est pas impossible. La preuve, aujourd'hui, mon copain, il est canadien. Ça va bientôt faire 4 ans qu'on est ensemble. Je vous en parlerai aussi, je pense, de ça, maintenant que j'ai un peu plus de recul. Cette vidéo, en fait, je vous annonce toutes les prochaines vidéos. Mais j'aimerais bien vous parler de ce que c'est, en fait, d'être dans une relation, justement, avec un local, mais aussi dans une relation bilingue, dans une relation multiculturelle, tout ça. Donc pareil, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mais ce que je veux vous dire, c'est que c'est pas impossible, c'est juste que ça prend beaucoup de temps et ça prend de rencontrer les bonnes personnes aussi. Le quatrième point, c'est que Toronto ne se résume pas à son centre-ville. J'entends souvent des gens qui disent « Ah non, mais moi je suis allée à Toronto, j'ai vu des hauts buildings, c'est moche, ça n'a pas d'âme. » Ou je veux pas y aller parce que je vois que des hauts buildings, c'est moche, ça n'a pas d'âme. Oui, le discours est toujours le même, c'est juste que ça change un peu
mais le discours est toujours le même. Et en fait, c'est seulement que les gens restent dans l'hypercentre de Toronto, alors que dès que vous vous éloignez, vous allez avoir plein de quartiers qui ont du charme et plein de quartiers qui ont des identités fortes. Vous avez Little Italy, Little Portugal, vous avez Greektown, vous avez The Beaches, qui je dis probablement mal, donc les anglophones qui écoutent ça vont rigoler. Vous avez plein de petits quartiers en fait avec leurs propres identités et qui ont une âme, qui en tout cas ont un esprit aussi de communauté qu'on ne retrouve peut-être pas en centre-ville. Ce que je veux vous dire, c'est que si vous venez à Toronto, ne vous limitez pas au centre-ville, n'ayez pas peur de prendre le métro et d'aller un petit peu plus loin. Il y a très peu de quartiers à Toronto où vous allez tomber dans un mauvais quartier, si j'ose dire. Mais surtout, ne vous limitez pas au centre-ville. Il y a tellement de choses à faire, à découvrir. Et l'avantage, c'est que vous allez dans tous ces quartiers pouvoir goûter, par exemple, les cuisines traditionnelles parce que c'est vraiment des communautés authentiques, des gens qui, comme moi en fait, ont déménagé de leur pays d'origine et sont arrivés avec leur culture. Donc ils vont vraiment pouvoir vous partager leur histoire, leur culture, leur nourriture. Je trouve que c'est très authentique et c'est un des gros plus à Toronto, c'est que vous avez le monde entier dans une même ville, quoi. Et ça nous amène à mon 5e point, la multiculturalité à Toronto. C'est un mot qui est tellement difficile à dire pour moi. C'est le mot qui revient le plus souvent pour décrire Toronto et à juste titre parce qu'on a plus de 50% de la population à Toronto qui n'est pas née au Canada. Donc on parle même pas de pas être né à Toronto, ils ne sont même pas nés au Canada. Si vous tendez un petit peu l'oreille dans la rue, vous allez entendre parler toutes les langues du monde. Honnêtement, dans la même journée, je peux entendre parler 5 langues différentes en dehors du français et de l'anglais, juste en me promenant dans la rue. C'est génial, vous allez pouvoir rencontrer des gens qui viennent du monde entier, qui ont des histoires différentes, qui ont des cultures différentes, qui vont pouvoir vous apprendre des choses, avec qui vous allez pouvoir échanger. Je trouve que c'est tellement, mais tellement enrichissant. J'ai vécu que ici, en Ardèche et ici, donc c'est vrai que c'est un fossé énorme, mais je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup d'endroits dans le monde où vous pouvez rencontrer des gens de partout, où vous pouvez avoir autour d'une même table une dizaine de nationalités. Enfin, je trouve ça incroyable et c'est une des plus grosses richesses à Toronto parce que non seulement vous allez vous éduquer sur d'autres pays, des pays que vous connaissez même pas, sur des cultures où vous aviez mais absolument aucune connaissance, mais en plus ça va vous aider en tant que personne à devenir plus compréhensible, à avoir plus d'empathie, à faire plus attention aux autres. Donc je trouve que même sur le plan humain, c'est hyper intéressant de rencontrer des gens qui viennent du monde entier et je vous encourage à sortir de votre zone de confort et aussi de votre communauté parce que c'est vrai qu'on se sent bien dans notre communauté, on se sent en sécurité, mais c'est intéressant de sortir de sa communauté pour aller rencontrer d'autres communautés et en apprendre plus sur les autres et sur soi-même. Et en préparant cette vidéo, je suis tombée sur le résultat d'une enquête qui a été faite en 2021 par Statistique Canada pour la ville de Toronto. Il me semble d'ailleurs que j'y avais participé et je vous l'avais partagé sur Instagram pour que vous puissiez y participer. Ils avaient en fait demandé quelle langue on parlait à la maison, dans quelle langue on était à l'aise de s'exprimer, tout ça, tout ça. Les résultats, je vous les mettrai dans la barre de description, c'est hyper intéressant et ça aide aussi à mieux comprendre la diversité à Toronto parce que vous avez des dizaines et des dizaines de langues qui sont parlées au quotidien. Je vous disais dans une de mes dernières vidéos que ici, quand on fermait la porte, on parlait anglais, alors qu'avant, quand je fermais la porte, je parlais français. Mais c'est exactement ça. En fait, vous avez des dizaines et des dizaines de familles, mais enfin même des centaines, je devrais dire, à Toronto, qui vivent en anglais à l'extérieur toute la journée et qui, quand ils sont à la maison et qu'ils ont fermé la porte, ils vivent dans une autre culture et dans une autre langue. Et donc ça, ce rapport, ça va vous aider à mieux comprendre toutes les cultures qui sont représentées à Toronto. Mon 6e point, c'est qu'à Toronto, il y a énormément de choses à faire. Vous ne pouvez vraiment pas vous ennuyer. Par contre, je trouve que c'est un petit peu difficile de trouver des informations. Il faut faire pas mal de recherches. Mon conseil, c'est de rejoindre les groupes Facebook de votre quartier parce que les gens, ils sont hyper actifs, ils partagent toujours plein de choses. De suivre sur Instagram aussi vos quartiers parce que, pareil, moi, ils sont toujours en train de partager ce qu'il y a à faire dans le coin. Et de suivre sur Instagram ou sur TikTok, la plateforme que vous préférez, les comptes qui sont très actifs à Toronto, comme Tout Doux Toronto, comme Toronto Papy, les choses que je vous mettrai plusieurs noms. Et ça, c'est les gens qui vont partager en fait quoi faire à Toronto et ça permet de voir ce que vous pouvez faire. À savoir aussi que sur le site de la ville, vous avez une section Event et vous pouvez trouver tout ce qu'il y a à faire à Toronto. Vous avez aussi Block.to. C'est juste que ça demande du travail, mais il y a plein de choses à faire à Toronto. Et ça nous apporte à mon 7e point. Oui, la vie à Toronto est chère. Par contre, vous avez plein de choses que vous pouvez faire gratuitement. Vous avez des expos qui sont gratuites, vous avez les parcs, vous avez les patinoires l'hiver, vous avez les plages. Donc il y a quand même beaucoup de choses. Encore une fois, il faut chercher, mais vous pouvez profiter de la ville sans vous ruiner. Après, ça dépend ce que vous aimez aussi, parce que si vous êtes vous adorez découvrir toutes les nourritures du monde, c'est vrai que
ça peut vite coûter cher parce que aller au resto, c'est pas la chose la plus accessible, honnêtement, c'est de plus en plus cher. D'ailleurs, vous pouvez me retrouver toutes les semaines sur Radio-Canada, je vous mettrai le lien dans la barre de description. Je partage 4 ou 5 activités à faire à Toronto dans la semaine qui suit sans exploser le budget justement. Mon 8e point, et c'est l'avant-dernier, c'est que Toronto n'a pas tant de neige que ça. Donc si vous venez au Canada pour profiter de la neige, que vous êtes un gros fan de neige, que vous attendez à avoir des hivers super enneigés, vous risquez d'être déçu parce qu'à Toronto, on a quelques grosses tempêtes dans l'hiver, mais on n'est pas au niveau du Québec, on n'est pas au niveau de Montréal. Nous, nos trottoirs sont quasiment propres tout le temps. Vous pouvez le voir à travers les vlogs de toute façon que je poste. Vous voyez bien que même l'hiver, en fait, il y a des fois où je suis en basket parce que des baskets avec des semelles un peu plus épaisses et honnêtement, ça passe. Après, je passe pas des heures dehors. Si je passe des heures dehors, je mets mes bottes. Mais c'est pas l'hiver en fait qu'on imagine au Canada en étant sous la neige tout le temps. L'hiver dernier a été hyper doux, donc on peut même pas le prendre comme exemple. L'hiver d'avant, on avait eu énormément de neige 2 fois, je crois. Mais sinon, après, oui, la neige, elle va tomber, mais elle va pas forcément rester ou en quelques heures, il n'y aura plus rien. Donc, si jamais vous venez ici pour la neige, Toronto, c'est peut-être pas la ville qu'il vous faut. A l'inverse, par contre, on a des étés qui sont super chauds et super humides, comme vous pouvez le voir en ce moment. Il fait très très chaud, donc on est vraiment dans les extrêmes où on va pouvoir avoir jusqu'à moins 35 l'hiver et jusqu'à plus 40 l'été. Donc c'est pas forcément l'image qu'on a du Canada. Donc je voulais vous préciser ça, qu'on n'a pas tant de neige que ça et qu'on a très chaud l'été. Et pour terminer, je voulais vous partager les meilleurs moments pour visiter Toronto. Je vous dirais d'éviter mars et avril parce que c'est le moment où la neige elle fond si jamais on a eu beaucoup de neige. C'est pas vraiment agréable. Les arbres ils sont encore sans feuilles. Il n'y a pas d'herbe partout. Enfin, c'est vraiment pas beau. C'est juste pas beau en fait. Après mai, juin, ça dépend. Des années il fait beau, des années il fait moins beau. Juillet, août, il fait très très chaud. Septembre, octobre, c'est beaucoup plus doux. Et là, vous allez commencer à voir à partir d'octobre les couleurs d'automne. Et c'est magnifique. C'est vraiment on a toujours un très très beau mois de septembre. J'espère que je ne vais pas me porter la poisse en disant qu'on n'a pas beaucoup de neige et maintenant de vous dire qu'on a un beau mois de septembre. Parce qu'autant, à cause de moi, on va avoir une météo pourrie. Si ça arrive, s'il vous plaît, ne m'en voulez pas. Novembre, décembre, c'est l'esprit de Noël. Donc c'est assez sympa. On a les premières neiges. C'est vraiment un esprit, voilà, plus, ça ressemble plus à un film. Janvier et février, à part si vous aimez vraiment les sports d'hiver, vous voulez vraiment quelque chose de plus... Enfin, vous venez vraiment pour l'aspect neige, pour faire des choses à l'extérieur dans la neige et tout ça. J'ai répété le mot neige 50 000 fois. Vous pouvez venir, mais c'est vrai que le temps dehors va être assez limité et vous pouvez tomber sur des semaines où on va avoir des moins 25, donc c'est pas idéal si jamais c'est votre première fois pour nous rendre visite. Après, si vous habitez là, de toute façon, vous allez devoir y passer, donc c'est juste que je vous recommande de ne pas déménager à ce moment-là, que vous ayez l'opportunité de voir la ville quand il fait beau avant de vous retrouver dans la neige et dans le froid. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a aidé. Si jamais vous voulez rajouter dans la barre de description vos propres points pour Toronto, allez-y, ça aidera d'autres personnes qui vont regarder cette vidéo et lire les commentaires après vous. Je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner, ça me fait plaisir et ça soutient cette chaîne. Je vous rappelle aussi que vous pouvez me rejoindre sur Instagram pour voir Toronto au quotidien et pour papoter avec moi en direct. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée ou une excellente nuit où que vous soyez dans le monde et je vous dis à mercredi pour la prochaine vidéo.